Et nous voilà donc avec, comme à l'accoutumée, quand on parle de culture, Vincent Tell. Bonsoir Vincent. Bonsoir Antoine, bonsoir chers auditeurs. Avec nous également Monsieur Michel Tomasek, adjoint délégué à la culture et au patrimoine pour la municipalité de Dunkerque. Bonsoir. Bonsoir. Sophie Warlop, directrice des musées et conservatrice donc de ce lieu d'art et d'action contemporaine. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et enfin Jean Ficheux, président de l'association L'Art Contemporain, que nos auditeurs connaissent sans doute déjà, puisque vous remplacez donc Gilbert Delaine. Bonsoir à vous, monsieur. Alors, je vous laisse, Vincent, pour commencer donc cette émission spéciale. Eh bien, je vais m'adresser directement à Madame Sophie Warlop et Michel Tomasek pour nous aider à mieux comprendre et à présenter le lac et tout d'abord rappeler la signification de l'acronyme et expliciter ce que c'est que ce fameux lieu, justement. Donc je crois que c'est à moi de le faire. Hein? Oui. D'accord, merci. Tout d'abord, je voudrais dire que c'est un lieu municipal, hein, et donc en tant qu'adjoint, je suis très heureux de vous accueillir dans ce lieu. Alors on m'a chargé d'expliquer l'acronyme LAC. Je pense que ce n'est pas un choix très judicieux de m'avoir confié ça parce que c'est un acronyme que je n'aime pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Hein. J'aime beaucoup LAC, le mot lui-même, LAC. Mais quand on le développe, hein, ça nous donne lieu d'art et d'action contemporaine. Alors, si on y regarde de plus près, et qu'on connaît un petit peu le français, on est un petit peu inquiet parce que contemporaine ne peut se rapporter qu'à action, hein, dans ce lieu d'art et d'action. Et donc, art n'est plus contemporain dans ce titre. C'est quand même bizarre. Et puis, action contemporaine me semble ne rien vouloir dire. Toute action est contemporaine par définition. Donc, c'est très beau comme mot, lac, hein, surtout avec la présence extérieure de l'eau. Hein, mais en même temps, pour moi c'est une appellation, une étiquette qui n'a pas grand sens. Ce qui est important, c'est ce qui s'y fait, hein, beaucoup plus que le sens que peut avoir la formule. Ceci dit, il y a aussi une caractéristique très particulière en dehors du nom de l'acronyme, c'est tout simplement et avant tout le caractère matériel, c'est sa situation géographique. Madame Warlop, est-ce que vous pourriez en parler, puisque ça, c'est ce qui fait aussi la caractéristique du lac? Alors oui, effectivement, parce que le lac a été donc implanté dans un lieu fort de sens, et il se trouve qu'il est au carrefour de plusieurs endroits caractéristiques de la ville de Dunkerque. C'est-à-dire que d'un côté, on a la très très longue plage de Malo qui démarre, plage de sable fin avec des espaces immenses. De l'autre côté, on a un quartier, le quartier du Grand Large, qui a pris place, la place des Scientifiques de France, qui était donc anciennement une zone industrielle et très active et qui est devenue un quartier aujourd'hui, un quartier nouveau. Et puis on est pas très loin, à 5 minutes, du centre-ville de Dunkerque. Donc on est vraiment à un endroit de quartier et donc un carrefour des différentes zones de Dunkerque. Alors, nous avons présenté la signification de l'acronyme, du nom. Nous avons rappelé sa situation géographique. Il faudrait peut-être revenir, si je puis dire, aux fondamentaux, c'est-à-dire l'année de création du musée et l'année de réouverture, car le lac a connu des métamorphoses, des avatars dans son fonctionnement. Est-ce que vous pourriez nous en parler, Madame Warlop ?
Oui, alors effectivement, donc le lac à l'origine était le musée d'art contemporain. Il a été inauguré en 1982. Il avait été donc impulsé par l'association L'Art Contemporain, dont le président était Gilbert Delaine, un président charismatique et inspiré. Et puis donc il a fonctionné pendant de nombreuses années très très bien, avec beaucoup d'artistes, beaucoup d'expositions. Un nouveau projet a pris la place de ce premier projet en 1994 jusqu'à une fermeture en 97 parce que le bâtiment effectivement avait mal vieilli, prenait l'eau et qu'il fallait absolument faire quelque chose déjà pour sauver cette collection. Une longue fermeture et puis en 2005 on a eu la chance de réouvrir sous cette nouvelle appellation et relancer le projet avec la collaboration de l'association L'Art Contemporain. Très bien, merci Madame Warlop. À vous Antoine, je pense que vous avez quelques autres questions à poser à nos invités. Oui, merci Vincent, exactement. Alors on va commencer avec un exercice sans doute un petit peu difficile pour beaucoup d'intervenants, c'est-à-dire à des questions courtes, des réponses courtes. Je m'adresse à vous Madame Warlop et Monsieur Ficheux, en vous demandant sans doute, question très difficile, nous citer un souvenir en particulier de ces 10 dernières années. Madame Warlop, je vous laisse commencer. Alors, effectivement, c'est très difficile. Pour avoir passé quand même quelques années ici, c'est compliqué pour moi. Mais alors, si j'avais à en choisir un, je choisirais la résidence de William Eggleston. C'est la première résidence d'artistes qu'on a organisée après l'ouverture du lac. On avait visé très très haut parce que William Eggleston est considéré comme le père de la photographie couleur. Pour avoir été le premier artiste à avoir mis des photographies couleur dans des musées d'art contemporain. C'est une personnalité internationale, extrêmement forte. Et le fait d'avoir une résidence d'artistes à Dunkerque, c'était aussi un enjeu, puisque c'était le retour de ces personnalités sur le sol dunkerquois. Oui, alors moi, l'événement important, c'est la réouverture du musée. Et le souvenir, en fait, c'est de voir toute la collection exposée une nouvelle fois. Et particulièrement, j'ai été assez étonné d'avoir autant d'émotions devant la salle support surface. C'est une salle qui rassemblait tous les artistes support surface de la collection. Il y en a une petite dizaine. L'accrochage était très beau et quand on était dans la salle, on s'y trouvait très bien et c'est très émouvant. Et si vous voulez voir des supports surface, il y a actuellement exposé dans le musée une œuvre de Claude Viala. Mais il y a d'autres artistes de la collection support surface dans la collection, on en a beaucoup. Et ça donnait une très très belle salle. Et puis, la réouverture, c'était l'occasion de refaire un voyage dans la scène artistique des années 70, puisqu'en fait, la collection est au tiers à peu près composée d'œuvres des années 70. Et c'est intéressant parce que les acquisitions de Gilbert Delaine montrent qu'il avait vu juste dans cette période. Merci. Alors, autre question à vous deux. Si vous deviez retenir un adjectif pour caractériser la spécificité du lac, lequel choisiriez-vous, Madame Warlop? Alors là encore, c'est difficile. Moi, j'ai choisi le mot « inspiré ». Inspiré, parce que ça évoque l'art, ça évoque l'inspiration, une forme d'exaltation et de passion. C'est quelque chose qu'on partage, c'est quelque chose aussi qui animait Gilbert Delaine et c'était son point commun d'ailleurs avec les artistes. Inspiré, parce que c'est également quelque chose qui me fait penser au souffle, à la respiration et je pense que donc c'est tout simplement la vie qui s'incarne ici dans ce lieu parce que c'est un lieu de partage avant tout. Voilà, donc j'ai choisi ce mot. Monsieur Ficheux. Moi, je choisis l'adjectif extraordinaire parce que, évidemment, il faut y mettre un mot, c'est la démarche qui est extraordinaire parce que ce qui a été fait montre une ténacité assez étonnante, montre aussi une grande amitié avec les artistes, montre aussi la capacité de mobiliser les mécènes et réussir à construire un musée comme ça au milieu d'un jardin très symbolique. En fait, c'est quelque chose de très réussi. Et quand Gilbert en parlait, il disait qu'en fait, le musée était dans l'industrie dunkerquoise, c'est-à-dire au milieu des grues, au milieu des bateaux, et montrait vraiment la vie de Dunkerque. C'était un musée à Dunkerque et pour Dunkerque.
Merci à vous, Vincent. Je vous redonne l'antenne. Merci Antoine. Je vais m'adresser plus spécialement directement à M. Ficheux pour lui poser une question. Quelle a été l'importance de l'association dans la vie du musée? Quels étaient concrètement les liens entre les deux institutions? C'est extrêmement important puisque la collection a été créée par Gilbert Delaine et son association dans les années 75. Qu'il a obtenu de la municipalité de faire un musée, ce qui est quand même assez extraordinaire. Il a obtenu ça en 79 et le musée a été ouvert en 82. Donc oui, il faut rappeler le soutien qu'il a reçu de la part de la municipalité. Il a su avoir la confiance de la municipalité pour réussir le musée. Et ce musée a été ouvert en 82 et c'était vraiment un très beau succès. Donc je pense que les liens entre le musée et l'association sont extrêmement ténus puisque, en fait, sans Gilbert Delaine, sans son association, il n'y aurait pas eu de musée, il n'y aurait pas eu de collection, en fait. Deuxième question, qu'envisagez-vous pour le maintien et le développement de ce lien? Puisque, bon, il a l'air naturel, si je puis dire, automatique, parce qu'il est dès l'origine, il existe. Mais même ce qui existe à l'origine peut très bien se défaire. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour le maintenir, voire le renforcer ou le dynamiser? Effectivement, c'est un lien extrêmement fort. Et Gilbert m'en parlait souvent parce qu'il avait extrêmement peur, après son départ, que tout partirait, qu'il ne se passerait plus rien et que tout s'arrêterait. On lui a promis qu'on continuerait et on essaie de continuer comme il le faisait. Alors, les axes d'action, c'est d'abord d'être très en contact avec l'équipe de direction du musée pour essayer de monter des expositions, pour essayer de les aider le plus possible à réussir ces expositions. Et une association a une souplesse que n'a pas toujours une direction de musée. Et je pense que Sophie ne me contredira pas. Et ça, c'est sa première partie. La deuxième partie, c'est de rester en contact avec les artistes et leurs ayants droit parce que, et ça, on a la souplesse pour le faire, on l'a démontré à plusieurs reprises. Et puis, la troisième partie, c'est d'essayer de trouver des mécènes. Ça, je dois dire que Gilbert a pu faire cette opération dans les années 70, au moment de la prospérité de Dunkerque, à un moment où il n'était pas très difficile d'obtenir des aides des entreprises. Au début aussi du mécénat, que personne ne connaissait. Maintenant, partout, tout le monde parle de mécénat, ce qui veut dire que quand on veut faire du mécénat, on se trouve en concurrence avec beaucoup de monde. Donc pour nous, le grand problème, c'est de réussir à stimuler ce mécénat et à créer un groupe autour de nous d'entreprises dunkerquoises, si possible, qui nous aident à développer et à acquérir de nouvelles œuvres. Merci. Madame Warlop, auriez-vous quelques mots à ajouter à cette dernière question ? Moi, je pense qu'il est effectivement très, très agréable, d'une part, de se sentir soutenu. Et tous les musées n'ont pas cette chance-là d'avoir une association aussi forte à côté d'eux. Puis, c'est pas n'importe quelle association, c'est l'association qui a fondé cette collection, à qui donc on est redevable et avec qui on partage du coup toute l'histoire. Et ça, c'est vraiment fondamental. Après, je pense que il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être redéfinies en ce moment autour de ce lieu avec le pôle art contemporain et que là aussi, c'est des perspectives qu'on doit dresser ensemble. Merci, madame. Antoine ? Oui, alors on va passer à un temps qu'on avait fait lors de la première émission, c'est-à-dire un petit jeu où on va vous demander de deviner une œuvre. Je vous laisse peut-être, Madame Warlop, décrire éventuellement ce que pourront avoir les personnes qui trouveront l'œuvre en question et peut-être nous donner un premier indice pour une première œuvre. Et ensuite, vous serez tous invités, si vous le souhaitez, à poser des questions pour deviner cette œuvre. Alors oui, donc on a prévu d'offrir les catalogues du lac à ceux qui vont découvrir l'œuvre et le premier indice est Cadre doré. D'accord, alors... Est-ce que quelqu'un souhaite poser des questions là sur cette œuvre ? Allez, quelqu'un va bien se lancer ? Et vous avez le droit de poser des questions sur sa taille, sur l'époque, sur l'artiste, sur le mouvement. Ce sont des œuvres que vous avez vues tout à l'heure. C'est pas le tableau de Jeanne
Alors oui, effectivement, il a un cadre doré, mais ce n'est pas celui-là. Vous pouvez demander des détails sur cette œuvre, on vous répondra, ça vous aidera. Quelle dimension? C'est pas très grand. Pas très grand. Quel mouvement? Alors ça appartient, on va dire, au mouvement Cobra, mais c'est un peu après ce mouvement proprement dit. Antoine, excusez-moi, je peux poser une question parce que je ne connais pas Allez-y, l'œuvre. Vous ne gagnerez pas, Vincent. je vous le dis tout de suite. Ah bon, bah, je ferai pression quand même pour obtenir un catalogue. S'agit-il d'une œuvre en 2 dimensions, d'une sculpture ou voire d'une œuvre hybride, c'est-à-dire par exemple à la fois en volume et recouverte de peinture? Une bonne question. Alors c'est une excellente question, surtout par rapport à cette œuvre-là. Effectivement, c'est une œuvre qui a un petit volume. C'est un collage. Très bien. Haut relief, bas relief? Bas-relief. Alors, je vais vous apporter le micro pour le dire. Ça, les auditeurs le sauront aussi. C'est un Doucet. Oui, c'est une œuvre de Jacques Doucet. Elle est située donc à gauche en entrant dans la salle qui est là-haut, à côté du grand tableau de Doucet qui a été acquis par l'association tout récemment. Oui, voilà. Et c'est cette œuvre qu'on a choisie parce Voilà. qu'on voulait la Qui est mettre très en belle valeur, qui est et très qui très est très belle. colorée. C'est un beau collage. C'est un collage des années 60 sur une boîte à couture et effectivement, elle nous a été offerte récemment par l'association L'Art Contemporain, donc grâce à Jean et son équipe. Mais aussi grâce à Sophie, parce que quand nous avons acheté le tableau, Madame Doucet nous a proposé d'autres œuvres et on a choisi avec Sophie, on a choisi ce collage parce que vraiment il était on le trouvait vraiment très beau et on pense qu'il a vraiment sa place dans la collection. Donc peut-être une autre œuvre. Je sais que vous en avez plusieurs pour ce jeu. Alors une autre œuvre, oui, si vous voulez, et je dirais personnage littéraire. Alors, des questions? L'auteur, j'aimerais lancer déjà la pompe à questions. L'auteur est-il français ou est-il d'un autre pays européen? Alors, l'auteur de l'œuvre a vécu en France, mais il n'est pas français d'origine. Quelle est la technique employée? Alors, c'est une peinture. Ah non, il n'est pas belge. Elle est épaisse, c'est vrai. Elle est Oui, très c'est une colorée. peinture très colorée. C'est une peinture figurative, oui, qui représente un visage. Il y a du rouge. Lancez-vous, dites un nom. Alors, est-ce que quelqu'un est inspiré? Vous auriez Oui, un il nom. y en a d'autres là-bas qui sont inspirés. Ah, on va essayer de changer un petit peu de côté de la salle. Oui, c'est le portrait d'Oscar Wilde de Bernd Lindström, bien sûr. Bravo. Bon, alors on dit jamais 203. Bah, un petit mot sur ce, Mais sur, peut-être sur un ce petit mot tableau. d'abord. C'est aussi un don, en fait. C'est un don d'Eugène Dodaigne. Il a remis 9 œuvres il y a de ça 5 ans, et dans lesquelles il y a deux tableaux de Lindström. Il y a aussi un tableau de l'école du Nord qui est de Marc René, qui est à côté d'ailleurs. Et il faut savoir que Eugène Dodaigne est représenté dans le jardin par les Trois Pleureuses, qui sont de très belles œuvres en fait, très
très agréable à regarder, qui regarde la mer, qui pleure devant la mer. Et c'est vraiment, je vous conseille d'aller regarder ça tranquillement, c'est vraiment très très beau dans le jardin. D'accord. Alors je vous laisse pour une troisième et dernière œuvre. Alors, la troisième et dernière œuvre, alors l'indice est calligraphie. C'est facile ça. C'est facile, j'en trouve facile. C'est une œuvre en 3 dimensions. Non. C'est une peinture à l'acrylique. Alors, c'est une peinture avec de l'acrylique. Il y a de l'acrylique, oui. C'est bien. C'est bien. Eh bien, il y a plusieurs supports. C'est un papier marouflé sur toile. Oui, c'est une œuvre qui est déposée. Alors, vous l'avez sans doute trouvé. Si vous... Non. Vous posez des questions parce que c'est très dur de meubler les blancs en radio. Alors, l'œuvre est-elle figurative? Alors, elle est inspirée par la figuration, elle n'est pas totalement figurative. Y a-t-il de, évidemment, par rapport à l'indice, y a-t-il de l'écriture, une référence à la calligraphie ou alors une calligraphie orientale? Alors, plutôt une calligraphie d'Extrême-Orient, inspirée donc plus par le Japon. Alors, Et Oui, elle est grande. on Elle est entend grande. la réponse ici. Alechinsky. Oui, c'est une grande œuvre d'Alechinsky qui s'appelle L'or du rien, qui est une œuvre à remarque marginale qui nous a été déposée par la galerie Lelon il y a 3 ans et qui est depuis chez nous régulièrement exposée parmi nos œuvres de Cobra. Alors encore une petite particularité de ce dépôt en fait. En fait, ce dépôt a été fait au moment de l'exposition Cobra. Il faut savoir que pour monter cette exposition, on était très en contact avec Pierre Alechinsky, qui au début était très réticent à faire cette exposition. Et puis, quand il a vu la tournure des choses, il nous a aidés, il nous a beaucoup aidés. D'abord, il a prêté des œuvres personnelles en grande quantité. Et on est presque sûr, parce que je pense qu'il a fait faire ce dépôt par sa galerie qu'il représente, la galerie Lelon, pour 5 ans. Je pense que c'est un petit peu dans ce cadre-là qu'on a eu ce dépôt, et qui est un très beau dépôt, parce que c'est une très très belle œuvre en fait. On en a d'autres, Pierre Alechinsky, qui sont très belles, mais celle-là est très belle. Et je pense qu'on va devoir la rendre. Peut-être pas d'ailleurs. Je me suis toujours demandé si on devrait la rendre. Moi j'espère bien qu'on ne sera pas obligé de la rendre. C'est possible. C'est possible. C'est Les possible. les dépôts peuvent durer et c'est bien, tant mieux. Normalement c'est 5 ans, ça se termine dans 2 ans. Très bien, merci. Alors, on va reprendre notre entretien et aborder une autre question. Alors, une fois n'est pas coutume, on est en avance, donc on va pouvoir sans doute s'attarder un petit peu plus sur une thématique qui, je crois le savoir, vous est chère. C'est celle du lien entre le musée et aussi, quelque part, l'association L'Art Contemporain et ses publics. Parce qu'on le sait, un musée, ce n'est pas qu'un lieu de conservation, mais il doit aussi faire vivre sa collection et donc la donner à voir. Alors, quel dispositif vous avez mis en place ici au Lac pour que ce lieu soit le lieu d'action qu'il se veut être? Madame Warlop, peut-être d'abord? Alors, d'abord, le lieu, par sa configuration et le grand forum dans lequel nous sommes maintenant, et effectivement, se présente comme un véritable lieu de rendez-vous. Effectivement, ici, c'est très facile d'organiser des événements et le lieu est adoré aussi bien par d'autres artistes qui pratiquent d'autres disciplines, par des danseurs, par des musiciens, parce qu'il y a la rencontre avec le public qui est très facile ici et qui vient du coup éclairer nos accrochages et nos expositions. C'est aussi un lieu de rencontre parce qu'on est entouré d'un jardin qui est peuplé de sculptures de la collection, et ça fait également de ce lieu un rapport à l'espace public permanent.
Pour autant, on a également développé des dispositifs pour accueillir toute forme de public et de rendez-vous. Pour chaque exposition, on réalise des visites spécifiques qui sont adaptées à chacun, qui sont adaptées aux enfants. On décline des ateliers. On a également un carnet d'observation qui est très connu parce que en fait, c'est un très, très bel objet qui permet à l'enfant de jouer seul ou en famille au sein de l'exposition. On adapte également nos visites à des publics spécifiques, avec des gens plus éloignés de l'art, et ça c'est vraiment important de développer la médiation. Toutes ces actions sont réalisées par un département art et médiation qui a pris vraiment une grande importance chez nous et qui nous permet de partager au maximum nos expositions et nos projets. Oui, donc en fait, au niveau de l'association, nous, on travaille beaucoup avec le musée, évidemment. Mais on a personnellement une lettre, un envoi mail pour tous les événements, pour tous nos membres. On a développé une page Facebook qui s'appelle Art Contemporain Dunkerque, que vous pouvez consulter. Il y a les expositions, il y a quelques informations, quelques animations. D'ailleurs, un beau petit film qu'on a mis récemment. Et en fait, ce que l'association essaie de développer, parce qu'il y a une chose qui nous gêne toujours un petit peu, c'est que le public des adolescents et des jeunes adultes ne vient pas beaucoup au musée. Et on a essayé de développer une première opération avec les lycéens du lycée Angeli l'année dernière. Ça a été un réel succès avec la complicité des enseignants, et on a pu faire une restitution et faire venir les parents, ce qui nous a fait plaisir de faire venir les parents au musée, leur montrer le musée en fait. Donc on essaye de monter des opérations. Ça, on a l'aide de Victor Van Osten qui nous aide beaucoup dans cette opération. On va certainement la développer aussi avec le Collège des Dunes. C'est-à-dire qu'on essaye en fait de faire venir les jeunes au musée, ce qui n'est pas toujours facile. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que c'est un musée à Dunkerque pour Dunkerque. On le dit toujours, mais c'est vraiment ça. C'est ce qui était voulu au départ. La médiation fait un gros travail sur les enfants. Beaucoup d'enfants viennent ici et ça, c'est vraiment très, je pense, très, très bien. Et les enfants, en fait, ramènent leurs parents. Et ça, c'est une façon très, très efficace de faire connaître le musée. Et puis, évidemment, on essaie d'en parler le plus possible dans la ville. Et il faut faire venir les gens au musée. Mais c'est toujours c'est toujours un travail de tous les instants, parce que c'est un endroit qui fait toujours un petit peu peur, malgré le fait que ce musée est très ouvert, très agréable. Comme le disait Sophie, il y a un forum très agréable. On y fait aussi des événements musicaux. Il est ouvert, il est vraiment facile d'accès pour le public. Mais bon, c'est toujours un petit peu difficile de faire venir les gens au musée. Mais j'espère que grâce à cette émission, on en fera venir un tout petit peu plus. Monsieur Tomasek, peut-être sur cette question, quelle peut être la politique mise en place par la municipalité de Dunkerque pour essayer ce défi difficile d'ouvrir les lieux de culture à la population? La réponse est un peu dans le point suivant qu'on souhaitait aborder, c'est-à-dire la création d'un pôle art contemporain. Et pour nous, c'est dans ce contexte-là que doit se définir la politique du musée. Se définir ou se redéfinir ou se recadrer la politique du musée. Si je puis aborder ce point... Oui, abordons-le alors. Bon. Pardon, peut-être, Vincent, vous ne m'en voudrez pas, j'empiète sur votre question, mais je me permettrai de rappeler pour les personnes qui ne connaissent pas Dunkerque, puisque maintenant le FRAC Nord-Pas-de-Calais est installé à quelques centaines de mètres du lac, et donc quelles seront effectivement les retombées concrètes de cette décision de création d'un pôle d'art contemporain sur la ville de Dunkerque. Et on en revient donc aussi à l'ouverture, ma question première, de l'ouverture à la culture pour un public le plus large possible. Oui. Je voudrais tout d'abord souligner que c'est assez curieux cette proximité du lac et du FRAC. Parce que si on y pense bien, lorsque le MAC a été créé, il était dans un contexte industriel. Et donc, l'un des attraits du lieu, c'était ce contexte de grues, etc., qui l'environnait et qu'il complétait. Or, cette industrie navale a périclité, a disparu, et l'un des reliquats de cette industrie, c'est justement
justement le lieu qui a servi pour l'installation du FRAC. Ce qu'on appelle la P2, qui a été dédoublée, et où est installé le FRAC. Donc c'est assez curieux que cette proximité géographique des deux lieux d'art contemporain est finalement le fruit d'une histoire de l'industrie sur notre territoire, et peut-être pas d'une histoire telle qu'on l'aurait souhaité au départ. Alors donc évidemment maintenant, ce FRAC s'est installé très près. Et automatiquement, l'idée est là, c'est de créer, c'est de renforcer du moins ce pôle, pas une simple juxtaposition de deux éléments, en faire un véritable pôle d'art contemporain. Et la nouvelle municipalité travaille dans ce sens, c'est-à-dire créer, au niveau muséal, créer deux pôles, l'un qui est donc patrimonial, en citadelle, et l'autre qui est donc contemporain, ici, près de la mer. Et d'ailleurs, c'est assez curieux que j'y pensais en arrivant, que j'ai discuté avec mon épouse, le lac s'est retourné. C'est-à-dire que l'entrée qui devait être de l'autre côté du jardin est devenue systématiquement maintenant l'entrée côté mer, c'est-à-dire du côté du FRAC aussi. Manifestement, il y a une nécessité là de rapprochement. Alors, qu'est-ce que ça implique, ce pôle d'art contemporain? Eh bien, tout d'abord, un pôle a un attrait supérieur. 1 et 1, ça fait plus que 2. C'est-à-dire que, prenons un visiteur, alors je vais dire étranger, mais on se comprend, qu'il soit régional, parce que le FRAC est régional, ou étranger dans le sens de Belges, par exemple. Les Belges sont très intéressés par l'art contemporain. Et donc, lorsqu'ils viennent à Dunkerque, visitent quasi systématiquement FRAC et lac. Il y a déjà cet attrait pour ces visiteurs. Et puis, il y a aussi manifestement la nécessité sous peu de mutualiser un certain nombre de fonctions de ces deux institutions, alors lesquelles, bon, tout ça est à négocier, bien entendu, mais c'est absolument nécessaire de nos jours, dans la mesure où les moyens financiers, aussi bien au niveau de la région qu'au niveau de la ville ou de la communauté urbaine, diminuent, et qu'il faut être intelligent si on veut continuer à garder le même niveau d'activité et même, si possible, l'améliorer. Et puis je pense, sur ce pôle, qu'il y a, ça va obliger, il y a une nécessité impérieuse de clarifier les choses, c'est-à-dire d'identifier plus clairement encore les deux structures. Elles sont pas identiques. C'est pas deux structures de même nature qu'on met comme ça ensemble pour faire une sorte de gros ensemble. Donc, il faut absolument que ces deux structures soient clairement identifiées. Il faut pour le lac, pour nous, dans notre esprit, affirmer sa spécificité. Cette spécificité, elle est naturelle. C'est les collections des années d'après-guerre, jusqu'à 1980, le FRAC prenant le relais d'un strict point de vue chronologique. Donc, comment affirmer cette spécificité? Je la vois surtout sur 3 domaines. Dans la communication, c'est-à-dire mieux communiquer sur ce qu'est ce lac aujourd'hui, ses collections. C'est pas suffisamment connu en France qu'on a une des collections d'artistes français les plus intéressantes sur cette période-là. Il faut absolument qu'on communique là-dessus. Il faut aussi, au niveau des acquisitions, bien entendu, travailler dans cette optique-là, en travaillant sur les lacunes, par exemple, se poser les questions, qu'est-ce qui nous manque pour être le vrai reflet de cette période. Et puis, enfin, dans son choix d'animation, c'est-à-dire que les animations qui sont ici doivent s'ouvrir, certes, à des formes très variées, mais ne jamais oublier que la spécificité, ce sont les années 50, 80, et il faut travailler dans ce sens-là. Oui, alors je me tourne peut-être un petit peu dépourvu vers vous, Madame Warlop, pour vous demander... Pour vous, vous avez évidemment toujours travaillé avec le FRAC, j'imagine, c'est normal pour un musée d'art contemporain, mais le rapprochement géographique d'une part, et puis la volonté aussi d'un rapprochement dans le travail, qu'est-ce que cela change aujourd'hui au quotidien ou dans un avenir proche pour un musée comme le Lac ?
Alors, en fait, le changement, on s'en est déjà aperçu et c'est particulièrement vrai sur le rayonnement que peut avoir le pôle art contemporain auprès des publics belges et le public étranger. Ce qu'il faut savoir, et c'est tout à fait satisfaisant, c'est que on a pu observer que une grande majorité des visiteurs étrangers, près des 80%, peut passer d'un équipement à un autre. C'est dire à quel point finalement l'attractivité de ce pôle est visible. Alors après, on travaille avec le FRAC pour justement offrir un certain nombre de propositions de médiation pour les enfants ou pour différents publics. Notamment, on est en train de développer une exposition, des ateliers sur l'architecture. Entre le lac et le FRAC, il y a vraiment de quoi dire. Comment est-ce qu'on abrite une œuvre et dans quel lieu? Ici, on est dans une sculpture, c'est une sculpture habitée. Donc ça, on est en train de développer un certain nombre de propositions, également sur la traversée de l'art, et de faire un panorama de l'art entre les deux lieux. On imagine également une réflexion sur le parcours d'un endroit à un autre avec des interventions d'artistes, mais ça prendra un petit peu plus de temps. D'accord, merci. Très bien. Alors, on va terminer pour nous en tout cas, cette partie du direct avant de laisser aux spectateurs et aux auditeurs une rediffusion de l'émission que nous avions fait, notre première émission ici au Lac le 4 janvier 2013. Nous étions à l'époque avec Gilbert Delaine que vous remplacez, donc maintenant Monsieur Ficheux. Je vous laisse le présenter en quelques mots. Moi, je ne l'ai malheureusement pas connu et je le regrette comme vous avez pu le connaître. Je vous laisse en dire sans doute quelques mots pour les personnes qui ne l'ont pas connu, justement. Bon, Gilbert Delaine, c'est un monsieur qui, en fait, c'est un grand monsieur, en fait, qui voulait, en fait, absolument se créer ce musée. Je veux dire, c'est une ténacité absolument extraordinaire. C'est surtout aussi une grande amitié avec les artistes. Il était capable de les emmener je ne sais où, comme il voulait en fait. Il savait retourner une situation et défendre le musée, parce que pour lui, il y avait que ça d'important. Puis Gilbert Delaine, c'est un comportement très particulier, puisqu'en fait, son seul désir, c'était d'acquérir des œuvres pour les donner au musée. Et je peux donner des exemples personnels. Par exemple, quand il avait des œuvres, il les mettait évidemment chez lui en attendant qu'elles n'arrivent ici. Et tout d'un coup, un jour, il était très pressé, il fallait absolument les déposer au musée parce que ses œuvres, c'était pour le musée. Et toute sa vie était pour le musée, sa collection, c'était pour le musée. C'est quelqu'un qui s'est vraiment beaucoup battu pour le musée et je dirais assez admirable et qui se gardait toujours de la vanité. Il faisait toujours attention, il se tenait un petit peu en retrait parce qu'il ne voulait pas apparaître trop en avant. Et il avait une autre caractéristique, c'est qu'il adorait la musique. Ça, on le sait peut-être un petit peu moins, mais il a quand même réussi à commander un oratorio, ce qui est quand même pas très commun de nos jours. Il n'y a pas grand monde qui commande comme ça un morceau de musique. C'est assez fantastique. Et donc, toutes ces caractéristiques font qu'il était extrêmement attachant et qu'évidemment, nous, on le regrette beaucoup, en fait. Non, je voulais simplement rajouter quelque chose qui m'a toujours paru très intéressant chez lui, je l'ai connu, c'est qu'il n'y connaissait rien du tout au départ en art. Mais strictement rien. Il le reconnaissait lui-même. Et c'est une rencontre, par hasard, qui l'a mis en contact avec l'art contemporain et il a tout appris. Il a tout appris tout seul. Ça, c'est assez réconfortant de penser qu'on n'a pas besoin de faire des études d'histoire de l'art pour s'intéresser à l'art. Hein. Et donc, c'est un bel exemple, je crois, d'autodidacte, finalement, qui, par le contact avec les artistes, avec les œuvres, contact permanent, a tout appris. Hein. Et ça, c'est donc, théoriquement, à la portée de tout le monde. Très bien, merci. Je vous propose maintenant que nous en avons discuté, de l'écouter lui-même. C'était il y a bientôt 3 ans. Je ne saurais pas trop vous dire, mais quand on se lance dans une histoire comme celle-là, il faut être un peu fou.